Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Allule, un podcast dédié à l'ornithologie. Dans cet épisode, nous allons parler d'un oiseau que je trouve incroyable qui s'appelle le Gangakata. S'il s'agit de la première fois que vous entendez ce nom d'oiseau, je vous incite à mettre cet épisode sur pause et à faire une rapide recherche internet ou à ouvrir votre guide ornitho pour regarder quelques images du Gangakata. Vous découvrirez un oiseau assez unique, au profil discret, qui arbore des couleurs chaudes et qui semble sortir tout droit d'une steppe aride. Pour cet épisode, j'ai eu la chance et le plaisir d'échanger de nouveau avec Axel Wolf, conservateur de la réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau. C'est dans la plaine de la Crau que l'on peut, grâce à un coup de chance ou d'un plan bien rodé, observer et entendre la seule population de Ganga présente sur le territoire hexagonal. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter le précédent épisode de l'Allule au sujet de la plaine de la Crau, un lieu unique en France que je trouve encore trop méconnu et insuffisamment apprécié à sa juste valeur. Dans cet épisode, nous aborderons diverses questions liées au Gangakata et à son écologie. Déjà, quelle est la meilleure façon de l'apercevoir ? Ensuite, quels différents protocoles de suivi ont déjà été expérimentés ? Et enfin, que reste-t-il à découvrir au sujet de cette espèce ? D'ailleurs, petite anecdote amusante. Donc cet épisode a été enregistré au milieu de la plaine de la Crau, et juste avant que nous commencions à enregistrer, donc c'est-à-dire juste avant d'appuyer sur le bouton pour lancer l'enregistreur, on a entendu des cris de Ganga en vol. Et donc on a entendu l'oiseau nous contourner sans parvenir à le voir. Bref. Tout ça pour dire que j'ai appris énormément de choses en réalisant cet épisode et que j'espère qu'il vous plaira. J'en profite pour vous remercier, vous êtes dorénavant plus de 700 à suivre l'Allule, un projet indépendant que j'ai lancé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et donc pour continuer à soutenir l'Allule, je vous incite à en parler autour de vous, à partager les épisodes et à noter le podcast sur les plateformes de streaming. Je vous souhaite une très bonne écoute et j'espère que votre chemin croisera un jour celui d'un Ganga. À bientôt. Bonjour Axel. Bonjour Léo. Donc on se retrouve pour ce deuxième épisode, toujours dans la plaine de la Crau, mais cette fois-ci pour parler du Gangakata, une espèce qui a été mentionnée dans le précédent épisode. Depuis quand est-ce que tu travailles sur le sujet ? De loin en loin, depuis 29 ans. C'est la première espèce sur laquelle on m'a demandé de travailler quand je suis arrivé au Senpaka. Je ne connaissais rien en ornithologie et je me souviens être allé tout seul chercher des gangas en gros sans avoir aucune idée de ce à quoi ça ressemblait. Ça n'a pas été très très efficace. Alors justement, qu'est-ce que c'est un Ganga ? À quoi ça ressemble ? Qu'est-ce qui rend cet oiseau un peu unique en France ? Le ganga, donc c'est une espèce qui est de la famille des Pteroclididés. Un nom un peu barbare. C'est une famille d'oiseaux plutôt à affinité africaine. Il y a 14 espèces et la plupart vivent en Afrique et au Moyen-Orient. En Europe, on a 2 espèces de ganga, en Europe occidentale, et la seule qu'on trouve en France, c'est le Gangakata. Et le seul endroit où on le trouve en France, aujourd'hui, c'est ici, dans les Coussouls de Crau, donc dans cette steppe semi-aride. Il y a des gens qui disent que ça ressemble à un pigeon, d'autres à une perdrix. D'autres à un gallinacé ou tétraonidé. Voilà, c'est un groupe d'espèces qui a fait qui a été classé dans plein de familles. Linné les avait classés parmi les galliformes. Donc ça, Il l'a appelé tétrao. Voilà. Tétrao, notamment parce que c'est une espèce qui a des plumes sur les tarses, et ce qui est assez commun chez les tétraonidés notamment. Et du coup, voilà, d'abord classé galliforme, puis classé parmi les pigeons, parce que c'est vrai que ça a une forme qui rappelle vraiment la forme du pigeon. Et aujourd'hui, on considère que c'est vraiment une famille à part, et plutôt chez les charadriformes. Ça ressemble, comme on disait, le Gangakata, en termes de taille, c'est comme un pigeon ramier, on va dire. 300-400 grammes, une trentaine, une quarantaine de centimètres de long. Ça a aussi la posture un peu du pigeon, même si quand on regarde les couleurs, on se dit tiens, ça ressemble plutôt à une perdrix. Donc c'est un pigeon avec des couleurs de perdrix. Ça a des couleurs vraiment assez chatoyantes, du fauve, du rouge, ocre. Et bien que ce soit assez chatoyant quand on voit une photo, quand il est posé dans le coussou,
Et ben là, c'est complètement autre chose. On ne le voit plus. En gros, on s'amuse à dire que quand on voit un galet qui bouge, c'est un ganga. Et c'est vraiment l'impression que ça donne. Donc voilà pour la description de cette espèce-là. Il y a un dimorphisme de coloration chez les mâles et entre les mâles et les femelles, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est un groupe d'espèces, en tout cas, les Pteroclididés, qui est vraiment adapté au milieu semi-aride à aride. Plusieurs adaptations remarquables. La première, c'est que ce sont des oiseaux qui ont une isolation thermique vraiment très très au point, qui peuvent vivre au milieu du désert ou de la steppe quand il fait 60 degrés au soleil sans aucune difficulté. Et donc il y a tout un système à la fois au niveau de leur physiologie et au niveau de leur physionomie qui fait qu'ils sont très très bien isolés thermiquement. Et il y a une autre adaptation remarquable. Alors, d'abord dans le régime alimentaire, c'est une espèce qui est strictement granivore. Et le corollaire de ça, c'est que quand on est granivore, du coup, il n'y a pas d'apport en eau ou très très peu d'apport en eau. Et donc, ce sont des oiseaux qui ont besoin de boire. Et quand il fait chaud, ils ont besoin de boire tous les jours, voire 2 fois par jour. Les gangas peuvent faire plusieurs dizaines de kilomètres par jour pour aller chercher un point d'eau, s'abreuver et revenir. Le matin, le soir. Et vraiment, l'adaptation qui va avec ça et qui est assez remarquable, c'est que les poussins aussi sont granivores, tout de suite. Ils vont commencer à picorer avec leurs parents dès qu'ils sont en capacité de marcher, c'est-à-dire une douzaine d'heures après avoir éclos. Comme beaucoup d'espèces qui nichent au sol, les poussins, on dit qu'ils sont nidifuges, c'est-à-dire que contrairement aux espèces qui vont nicher dans les arbres et qui vont être alimentées par les parents au nid tant qu'ils ne sont pas capables de voler, chez les espèces qui nichent au sol, bien souvent, il faut être en capacité de se déplacer très très vite et de quitter le nid le plus vite possible après la naissance. Donc les poussins suivent les parents et puis commencent à picorer des graines. Donc les poussins ont aussi besoin de boire et bien sûr, par contre, ils ne sont pas en capacité de voler avant plusieurs semaines. Et l'adaptation vraiment remarquable chez les gangas, c'est que quand les parents vont boire, puisque eux ils vont aller boire quand ils ont les poussins, le mâle, lui, va rentrer dans l'eau, tremper son ventre, s'agiter un petit peu, imprégner son ventre comme une éponge, et il va revenir ensuite vers ses poussins, et vous voyez les poussins venir téter les plumes du père pour boire. Et ça, c'est uniquement les mâles. Les femelles n'ont pas la même disposition. Alors, c'est uniquement chez les Pteroclididés, chez les gangas, et c'est uniquement le mâle. Et en réalité, alors, il y a eu une étude de l'université Johns Hopkins qui est sortie, je crois, l'an dernier là-dessus, avec des images au microscope électronique des plumes du ventre des gangas mâles, qui ont une adaptation particulière avec des barbules très très longues et très flexibles, qui font que ça augmente énormément la capacité de rétention d'eau. Et c'est vraiment les plumes du ventre des mâles de ganga qui ont cette adaptation-là, qui font que les mâles peuvent transporter à peu près 15% de leur poids en eau sur des distances de plusieurs dizaines de kilomètres. Tu l'as dit, il y a une population française donc, qui est notamment la plaine de l'Accro. Est-ce qu'on arrive à évaluer sa taille? Et après, comment est-ce que tu décris son cycle de vie annuel? Est-ce que c'est une population qui est migratrice? Est-ce qu'elle est sédentaire? Enfin, comment est-ce qu'elle fonctionne à l'année? Alors, je vais commencer par ça, si tu veux bien. C'est une population qui est sédentaire. C'est une espèce qui est sédentaire. Donc, on a des gangas toute l'année. Ce qui est marrant, c'est qu'en hiver, on va souvent trouver les gangas dans des groupes d'outardes. Ils profitent en quelque sorte de la vigilance des outardes qui sont plus hautes sur pattes. Comme ici c'est très très plat, les prédateurs, c'est un petit peu compliqué de les voir arriver de loin et les outardes qui sont plus hautes sur pattes les voient de plus loin. Donc on voit souvent des groupes mixtes outardes-gangas en hiver. Vraiment c'est une espèce qui est ici toute l'année. En termes d'effectifs, c'est très très compliqué. On a vraiment beaucoup de mal à obtenir des estimations fiables sur cette espèce parce que c'est une espèce qui a quasiment pas de parade nuptiale, donc qui ne chante pas au printemps, qui est extrêmement discrète. Pour voir des gangas, c'est vraiment très compliqué. Le plus souvent, en gros, quand on voit un ganga, d'abord on entend le cri en vol. Et puis on arrive à voir le point qui se déplace dans le ciel, et puis l'oiseau va se poser, et une fois qu'il est posé dans le coussou, c'est fini, vraiment on ne le voit plus. Vraiment exceptionnellement, on arrive à faire des observations au sol,
Mais c'est très très compliqué pour organiser des suivis précis et pour utiliser ces observations pour faire des estimations de taille de population, c'est très compliqué. On estime aujourd'hui qu'on a à peu près 400 oiseaux. On a plusieurs méthodes d'estimation qui convergent vers cet effectif, mais avec des intervalles de confiance qui sont malgré tout très très larges. Comme ces intervalles de confiance sont larges, c'est assez difficile de suivre la dynamique. C'est une espèce qui a priori a connu une réduction de ses effectifs assez importante avec la réduction des surfaces vraiment de son habitat naturel en gros, de son habitat unique qui sont les coussous de crocs. Même s'il arrive à profiter à certains moments de certaines cultures, par exemple quand les blés ont été fauchés, les gangas vont aller s'alimenter sur les chaumes. Mais voilà, la Croc, c'est pas tellement une zone de grande culture. Donc vraiment, c'est une espèce qui en Croc est inféodée au coussou. Et comme le coussou a perdu 80% de sa surface initiale, forcément, ça fait beaucoup moins de place pour les gangas. Et c'est une espèce qui, avant, en France, était présente dans d'autres secteurs en Méditerranée. Il y en avait autour de Perpignan, Narbonne, Montpellier. Il y en avait sur le Grand Plan de Dieu, dans le Vaucluse. C'est une espèce qui va rechercher des zones caillouteuses et donc qui était présente dans le delta de la Tête au niveau de Perpignan, delta du Lez à Montpellier. Voilà, des zones caillouteuses qui étaient des zones pastorales. Et puis les populations ont disparu à partir du moment où soit ces sites ont été aménagés à côté de Montpellier, soit les cultures, c'est des sites qui ont été mis en culture avec par exemple la vigne dans les Pyrénées-Orientales ou autres. Donc il y a une population, tu l'as dit, peut-être de 400 individus. En termes de cycle de reproduction, est-ce qu'on arrive à savoir combien il y a de jeunes? Comment est-ce que ça fonctionne? Ben non, c'est vraiment très compliqué. Tu me demandais depuis quand je travaillais sur cette espèce, je t'ai dit que ça faisait bientôt 30 ans. Et vraiment, en 30 ans, on n'a pas avancé des masses, quoi. On a réussi à faire des analyses démographiques, des débuts d'analyse démographique, mais qu'on n'a pu faire qu'en collectant du matériel génétique, donc en collectant des plumes au point d'eau. Et on travaille avec des collègues de l'Université de Madrid qui nous font des analyses génétiques qui nous permettent de tirer un certain nombre d'éléments démographiques. C'est notamment ça qui nous permet d'estimer la taille à peu près 400 individus et qui nous donne d'autres renseignements, mais qui nécessiteraient d'être affinés. Comme c'est une espèce qu'on a du mal à observer, on a du mal à trouver les nids, on n'essaye pas trop de les chercher parce qu'on ne veut pas faire de dérangement. Et donc on a assez peu d'infos sur la démographie. On en a de manière indirecte en regardant à la fin de l'été, en observant sur les points d'eau le nombre de jeunes qu'on voit arriver. Ce qui est préoccupant, c'est qu'on voit très peu de jeunes à la fin de l'été avec les adultes sur les points d'eau et donc visiblement le succès de reproduction est assez faible. On a assez peu de points de comparaison. Le succès de reproduction en Espagne, là où ça a été quand même beaucoup mieux étudié, est souvent relativement faible aussi. Mais voilà, ça fait partie des sujets de préoccupation, la productivité de cette espèce-là en gros. Alors justement, je ne sais pas si c'est faisable aussi, mais la dynamique des populations, est-ce que c'est une espèce qui est vouée à disparaître ou qui va avoir un seuil de 400 individus? Comment est-ce que vous l'évaluez en pleine de Croc? C'est une population qui a priori est maintenant complètement isolée. Alors je dis vraiment a priori, parce qu'on sait tellement peu de choses sur l'espèce que si de temps en temps il y a un oiseau qui vient de Catalogne pour apporter un petit peu de sang neuf, démographiquement et génétiquement ça fera beaucoup de bien, mais c'est complètement indétectable. Donc c'est une espèce qui a priori a connu une chute importante de ses effectifs. On a d'autres signes de chute des effectifs dans les années 90, notamment en termes de taille de groupes hivernaux, en termes de localisation des groupes. Aujourd'hui, ça reste compliqué à dire. On pourrait se dire que c'est de pire en pire. Et moi, paradoxalement, c'est pas tout à fait l'impression que j'ai. J'ai l'impression que non seulement ça se maintient, mais j'ai même l'impression
de quasiment voir ou entendre des gangas à chaque fois que je sors en cros. Alors je sors pas souvent en cros parce que je fais trop de bureaux. Et j'ai l'impression d'en entendre plus régulièrement qu'avant. Et d'ailleurs, on est arrivé, on a entendu des gangas quasiment tout de suite. Samedi, j'étais là, on a entendu des gangas tout de suite. Voilà, on n'a pas de données, mais peut-être que... là, j'ai peut-être été un petit peu provocateur. Peut-être que pour le Ganga kata, le réchauffement climatique, finalement, c'est peut-être pas une espèce qui va en souffrir le plus parce que déjà adaptée. Alors, je m'avance beaucoup. Vraiment, on n'a pas du tout assez d'éléments. Mais c'est une espèce qui conserve un statut de protection extrêmement préoccupant de toute façon et dont l'habitat, on l'avait dit dans l'épisode précédent, était de plus en plus menacé avec des projets d'aménagement qui ne font que se démultiplier. On a une source de satisfaction, c'est qu'il y a eu un gros projet de réhabilitation écologique, en gros, en 2008, qui s'appelle le projet Cossure. Donc c'est un verger intensif qui s'était développé dans les années 90, un verger de 400 hectares, qui a fait objet d'un programme de réhabilitation. Donc je passe les détails, mais c'est un verger du coup qui a été entièrement rasé et réhabilité en pelouse sèche. Alors pas en coussou parce que c'est un milieu qu'on ne sait pas reconstituer, mais en pelouse sèche, donc en friche post-culturale en quelque sorte. Pendant plusieurs années, le milieu était vraiment pas favorable au Ganga parce que le sol était encore très très riche et donc l'herbe était vraiment très haute. C'était très très bien pour les outardes par exemple, mais vraiment pas pour les Gangas. Et maintenant, ça fait 15 ans que cette opération a eu lieu. C'est pâturé par des troupeaux. Et maintenant, on voit vraiment pas mal de gangas en période de reproduction, en hiver. Voilà, il y a 350 hectares de milieux qui ont été réhabilités. Et quelques années après, on voit qu'on a pu regagner comme ça des surfaces quand même assez significatives d'habitat. Et ça... Alors malheureusement, je ne suis vraiment pas certain que c'est le genre de programme qu'on va pouvoir démultiplier en cros, parce qu'on ne va pas raser tous les vergers de pêcher de l'accro, mais on sait que c'est quelque chose qui peut marcher et qui pourrait quand même vraiment aider à la conservation et voire même à la récupération de cette population. Pour parler de la conservation du Ganga kata, comment est-ce que vous faites pour faire un suivi de cette espèce? J'ai vu qu'il y avait notamment des suivis thermiques. On a essayé. Est-ce qu'il y a des protocoles de comptage spécifiques? Je présume que non. Parce que... Alors, dans les années 2000, on avait tenté des protocoles de comptage et de localisation qu'on va sans doute recommencer dans les années à venir. On l'a fait sur le site de Cossure, ça marche pas trop mal. On s'appuie complètement parce que, en fait, comme je le disais, c'est très compliqué de voir un Ganga dans son milieu naturel. Vraiment, c'est très très dur. Le seul moment où on est à peu près sûr de voir des Gangas, c'est de venir quand il fait très chaud, donc en juillet ou en août. Et là, on sait que le matin, vers 8 h, les Gangas, les mâles et les femelles vont s'envoler pour aller boire. Et les mâles pour apporter de l'eau aux poussins. Mais même s'il n'y a pas de poussins, de toute façon, les adultes, il faut qu'ils boivent. Et donc, tous les matins, tu es sûr que tu vas avoir tous les Gangas de crocs qui vont s'envoler du site où ils se reproduisent. Et là, ça permet du coup de les voir. Heureusement que les Gangas crient en vol. Si en plus ils ne criaient pas en vol, ce serait vraiment très compliqué. Mais du coup, voilà, tu te postes et tu entends le Ganga, tu le localises et on se met à plusieurs. On les localise quand ils partent et on les localise quand ils reviennent. On pointe l'endroit où ils se posent. Alors là, qu'est-ce que c'est qui arrive? Oh, c'est beau ça. Un busard. Petit Milan? Ah non, c'est un Milan noir, en effet. Je trouvais bien bas. Mais c'est vrai qu'il c'est très svelte. Non, mais c'est un Milan noir. On arrive indirectement, comme ça, à avoir pas des effectifs précis, mais des indices d'abondance sur certains secteurs. Et on peut faire un suivi de ces indices d'abondance dans le temps. Mais vraiment, ça reste très très compliqué. On a tenté un type de suivi qui s'est pas mal développé, notamment chez l'outarde canepetière, qui est de la recherche en drone, donc de nuit avec une caméra thermique. Alors, déjà, l'outarde, c'est pas simple. Le Ganga, ça l'est encore moins. Et surtout, en réalité, ce qui est compliqué avec l'imagerie thermique, c'est que, en gros, comme tu le vois, il y a beaucoup de galets. Et si tu veux faire du suivi en période de reproduction,
On est du coup au printemps, en été, les galets chauffent toute la journée et restituent la chaleur, la nuit la chaleur qu'ils ont accumulée le jour. Et donc ils émettent beaucoup de chaleur. Ce qui fait que quand tu te mets avec une caméra thermique au-dessus d'un coussou, même au moment le plus froid de la nuit, tu vois les galets qui brillent beaucoup plus que les oiseaux. Alors on y arrive en regardant de manière oblique, mais voilà, ça reste quelque chose de lourd et compliqué, d'autant plus que dans les joies des suivis en cros, comme il y a la base d'Istres, tu t'en es aperçu depuis le Je pense que début les de gens l'auront l'interview. entendu. C'est un secteur qui est totalement interdit au survol en drone, donc il faut des autorisations spéciales pour faire des survols en drone qu'on demande et qui ne sont pas toujours simples à obtenir. Et la fois où on a fait le suivi, la tentative de suivi de Ganga en drone, on a eu beaucoup de mal à obtenir l'autorisation. On a dû décaler le suivi de plusieurs semaines. Et alors après, en fait, en termes de mesures de conservation, tu l'as abordé avec cette histoire de verger qui est redevenue une plaine. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre concrètement pour favoriser cette espèce localement ? C'est tout le problème de faire de la conservation sur une espèce qu'on n'arrive pas à étudier. Quand on ne sait pas exactement quel est le problème, c'est difficile de proposer des mesures de conservation dont on est sûr qu'elles vont être efficaces. Alors, je l'ai dit, aujourd'hui, on sait qu'il y a quelque chose qui est efficace, c'est d'essayer de regagner de l'habitat. Malgré tout, ça ne nous assure pas nécessairement que, par exemple, si on a un très faible taux de reproduction, dans les nouveaux habitats qu'on va créer, on va avoir un meilleur succès de reproduction. Ça reste compliqué et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est assez inquiet du succès de reproduction de cette espèce-là. Après, il faut arriver à le comprendre. Alors, il y a pas mal d'explications qui peuvent être avancées. Alors, en Espagne, où ça a été, c'est une espèce qui a été bien étudiée, on sait qu'il y a énormément de prédation au nid et sur les juvéniles. Donc en gros, il n'y a pas de raison de penser qu'il en soit différemment. On a une préoccupation à voir, on a une préoccupation un petit peu spécifique avec les chiens de protection des troupeaux, qui sont, c'est assez récent, on a des patous en gros, depuis le retour du loup, depuis le début des années 2000, on a de plus en plus de patous dans les troupeaux de crocs, puisque ce sont les troupeaux qui transhument dans les Alpes après. Bon, on se dit que potentiellement, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour tous les oiseaux qui nichent au sol, et en particulier pour le Ganga kata, qui est particulièrement rare en gros. Mais voilà, on n'a pas de données particulières. Voilà, malgré tout, on prévoit de faire de la sensibilisation auprès des éleveurs par rapport aux chiens, d'essayer d'étudier un petit peu le comportement des chiens, de voir un petit peu ce qu'ils mangent, éventuellement avec des dispositifs d'ADN environnemental. Donc tout ça, c'est dans les tuyaux. Malgré tout, même si ce problème était avéré, il y a sans doute plein d'autres difficultés. Et en tout état de cause, vraiment, je le répète, c'est un milieu qui a perdu 80% de sa surface. Donc forcément, pour des espèces inféodées à ce milieu, c'est plus compliqué. Alors tu l'as peut-être déjà mentionné, mais donc il y avait un plan national d'action, donc c'est un ensemble de mesures qui visent à la conservation d'une espèce. Il y avait un plan national d'action qui était en œuvre, qui s'est arrêté je crois en 2020 ou 2021. 2016, ouais. 2016, et il y en a un nouveau qui a été créé, il me semble, depuis. Ouais, c'est en cours. Et en fait, quel est le bilan de ce précédent PNA et quels sont les objectifs, en fait, à contrario du nouveau ? Alors, le premier PNA sur cette espèce, alors c'est un petit peu particulier, c'est un PNA qui concerne deux espèces qui sont pourtant assez différentes, le Ganga kata et l'alouette calandre, qui vivent dans les coussous. Donc, il y a des mesures générales liées à la gestion de la réserve naturelle et à la gestion des pelouses sèches en crocs qui peuvent bénéficier aux deux espèces. Le premier plan d'action, on l'avait vraiment bien pointé que ces deux espèces, on connaît l'alouette calandre, on la connaît à peine mieux que le Ganga kata. Et donc on avait vraiment insisté dans le premier plan d'action sur l'amélioration des connaissances, encore avec l'idée qu'il est illusoire de proposer des mesures de conservation qui soient efficaces quand on ne sait pas à la base quel est exactement les problèmes auxquels ces espèces et ces populations font face. Malheureusement, on n'a vraiment pas
avancé autant qu'on aurait pu le souhaiter en 2012 sur la connaissance de ces espèces-là. Simplement parce que voilà, ces espèces qui sont difficiles à étudier, donc pour vraiment mettre le paquet, il faut y mettre les moyens. Les moyens ne nous permettent pas vraiment de mettre vraiment, par exemple, des étudiants en thèse pendant 3 ans, voilà, pour arriver à avancer significativement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est guère plus avancé. J'exagère, je suis un petit peu noir dans ce que je dis parce qu'on a quand même beaucoup travaillé sur ces deux espèces-là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait d'avancée magistrale dans la compréhension des problématiques de conservation. On a des hypothèses supplémentaires, il faut encore qu'on les teste. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'empêcher d'agir, mais en tout cas, ce qu'on a réellement pointé dans le nouveau plan de conservation par rapport au précédent, c'est 2 choses. Le premier, c'est que on voit que la réhabilitation de pelouses sèches, regagner des habitats, ça marche pour le ganga et pour la calandre. Et c'est quelque chose qu'il faut essayer de pousser parce que ça, on sait que c'est un moyen de conservation qui a notre portée parce qu'on sait que ça marche. Par contre, c'est compliqué parce que ça coûte très cher. Au niveau du territoire, c'est pas complètement évident. On ne va pas aller abattre tous les vergers de pêcher. Voilà, c'est une filière agricole dynamique. Ça, on ne fait pas ça comme ça. Mais ça, on sait que ça marche. Et on l'a identifié. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que, on l'a abordé dans l'épisode sur l'accro, c'est que c'est un territoire qui continue, malgré la protection, malgré la réserve naturelle, malgré un projet d'extension de la réserve naturelle, c'est un territoire qui continue à être grignoté sans cesse avec un développement qui ne s'arrête jamais. Et non seulement il ne s'arrête jamais, mais aujourd'hui, il est vraiment en phase d'accélération très marquée. Il y a des projets d'aménagement dans tous les sens. Et il y a des projets d'aménagement qui touchent des pelouses sèches où on a des populations de ganga kata. Et malgré les enjeux de conservation, on voit que politiquement, ces projets d'aménagement sont malgré tout toujours en cours, continuent à avancer. Et donc aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est vraiment des décisions politiques. Il faut qu'on choisisse à un moment donné. Soit on dit on fait des plans nationaux d'action pour protéger des espèces particulièrement menacées et donc on met vraiment en œuvre les mesures nécessaires à leur conservation, soit on ne le fait pas. Et aujourd'hui, on a un plan national d'action pour ces espèces-là, et en même temps, on va industrialiser des zones où ces espèces-là se reproduisent. Voilà, donc à un moment donné, il faut prendre des décisions politiques, et dans le nouveau plan national d'action en faveur du ganga kata et de la loi de Calandre, on propose un moratoire sur la consommation des habitats de ces espèces en croc. C'est des belles paroles, on va voir ce que ça donne, mais au moins, ce sera écrit. Ce sera écrit dans un document officiel et ça va nous permettre peut-être de poser les choses pour poser ce paradoxe sur la table de manière formelle. Voilà. Alors là, on est sur une question un peu plus impertinente. Donc je t'ai envoyé en fait les questions de cet entretien à l'avance. Tu m'as dit la question si tu devais être un oiseau, tu avais du mal à y répondre. Mais alors si tu devais être un ganga, est-ce que tu choisirais de l'être ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire ou pas du tout? Si j'étais un ganga, d'abord, je serais le plus bel oiseau de l'accro. Donc c'est quand même quelque chose. Donc c'est pas rien, malgré tout, avec beaucoup d'obstacles et de difficultés à vivre et à me reproduire. Donc je suis pas sûr que ce soit le choix que je ferais. Ou alors en mode live fast, die young. Mais juste du point de vue de l'esthétique. Ok, ça marche, ça me va comme réponse. Alors dernière question, quelle est toi en fait du coup sur 29 ans de suivi, ta ou tes plus belles observations, qu'elles soient belles, surprenantes, de ganga kata? C'est même mes plus belles observations naturalistes en croc dans les années 90. Comme je disais au début de l'entretien, j'ai commencé à bosser vraiment sur le ganga kata et essayer de faire des observations avec du matériel optique complètement pourri à l'époque, c'était une catastrophe. Là, on est sur le terrain de Podemo, qui est un site qu'on a ouvert au public au début des années 90, et dans lequel il y a un observatoire. Et cet observatoire, il change tout, parce que ce qui est compliqué en croc, c'est que c'est tellement plat, avec la végétation, avec les brumes de chaleur, après 150 mètres, tu ne vois plus rien. Vraiment, tu ne vois plus rien, et les gangas, on ne les voit pas. Quand tu es dans cet observatoire, tu prends un petit peu de hauteur, hein, c'est pas grand chose, c'est 4 mètres, et on voit tout de suite beaucoup plus loin. Et les gangas,
aime bien les abords des bergeries. C'est une espèce qui aime plutôt les milieux assez fortement pâturés. Du coup, de là, avec un collègue, on voyait, il y avait 4-5 familles de gangas qu'on arrivait à suivre presque tout l'été. Donc on voyait les jeunes poussins grandir. Et ce qui est magique, c'est quand tu vois le père qui revient du point d'eau et qui vient abreuver ses poussins. Alors, ça prend vachement longtemps en plus parce que c'est là où tu vois les adaptations dans ce type de milieu en termes de précautions qu'ils prennent pour pas faire repérer leurs poussins. Le père, quand il se pose, il va se poser hyper loin de ses poussins. Et ça va lui prendre 10 minutes, un quart d'heure pour revenir petit à petit, par petits à-coups, vers ses poussins. Hop, il marche quelques mètres, il redresse la tête, il regarde, il s'arrête, il attend, hop, il va refaire quelques mètres. Donc ça prend vraiment du temps. Et à un moment, il s'arrête vraiment, il se dresse vraiment, son corps se retrouve à 45 degrés. Et là, tu vois les petits poussins qui arrivent et qui vont lui téter le ventre pour boire. Et c'est vraiment un truc que pas beaucoup de monde a eu la chance de voir en Crau. Mais en plus, c'est vraiment assez magique à voir, quoi. Ça marche pas, merci beaucoup. Et bah de rien. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lule, un podcast dédié à l'ornithologie. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez retrouver et suivre le podcast sur Instagram, vous pouvez vous abonner sur différentes plateformes, noter le podcast et en parler autour de vous. Dans tous les cas, je vous remercie de faire exister La Lule et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.